déjà, comme moi j'ai autant la casquette journaliste qu'économiste, là, vu la crédibilité des journalistes, je vais plutôt prendre la casquette économiste. Et puis, non mais c'était Ça dépend aussi... de ton intervention. Oui, non, mais c'est aussi l'avantage de tenir un propos liminaire, c'est que finalement, je vais pouvoir poser toutes les questions sans apporter aucune réponse, ce que feront, je l'espère, les panélistes de la table ronde. Alors, moi, je vais essayer à grands traits, hein, quasi macroéconomiques, d'essayer de voir un petit peu, par rapport aux questions qu'a soulevées Yves, finalement, le monde qui nous attend. Est-ce que c'est un monde merveilleux d'hypercroissance ou est-ce qu'au contraire, c'est un monde difficile de stagnation pour très longtemps? Quel rapport à l'emploi? Est-ce que les robots sont nos ennemis ou au contraire, est-ce qu'ils vont nous faciliter la tâche? C'est ces débats-là que je voudrais rapidement poser. Alors oui, ça, personne ne le conteste, cette révolution digitale que nous vivons, c'est sans doute une des 10 plus grandes inventions de l'histoire de l'humanité. Il y a eu la roue, il y a eu le métier à tisser, il y a eu la machine à vapeur, l'électricité, l'informatique, et on voit bien que cette nouvelle révolution a toutes les caractéristiques de ces grandes ruptures, puisque c'est une révolution transverse qui touche tous les secteurs et qui est disruptive, puisqu'elle modifie en profondeur la façon d'exercer tous les métiers. Cette révolution, elle va tout bouleverser, la façon dont on se déplace, la façon dont on travaille, la façon dont on se soigne, la façon dont on communique, la façon dont on se loge même ou se nourrit. Mais la grande question, c'est en gros, est-ce qu'elle va générer autant de bien-être et de gains de productivité, puisque c'est ça pour l'économiste la source de l'enrichissement et de l'augmentation du bien-être, c'est les gains de productivité, la capacité qu'on a eue au fil des siècles de faire toujours plus et toujours mieux avec nos deux petits bras et notre cerveau, en combinant tout ça avec des machines. Et donc la grande question, c'est est-ce que la révolution qui nous rend plus intelligents va générer autant de bien-être et de richesse que la révolution qui nous a rendus plus forts physiquement? Alors là, vous avez deux écoles, comme toujours chez les économistes. Vous avez les pessimistes qui vous disent « bah non, cette troisième révolution industrielle, elle est moins puissante que la deuxième. La deuxième, c'est la révolution qui a commencé à la fin du 19e siècle et qui nous a apporté l'électricité, quelque chose qu'on oublie souvent mais qui a généré des gains de productivité extraordinaires, c'est l'eau courante. Ça, c'était une révolution absolument considérable. Et puis aussi le moteur à combustion, par exemple. En plus, cette nouvelle révolution industrielle, la troisième, elle doit lutter contre des vents adverses que n'a pas connu la deuxième révolution industrielle, le vieillissement de la population, la stagnation du niveau d'éducation, l'accroissement des inégalités, le fardeau de la dette. Bref, on nous dit, finalement, non, ça n'est pas la révolution qu'on croit. Et puis, vous avez les optimistes qui vous disent d'abord, dans tous les chiffres qu'utilisent les pessimistes, il y a des problèmes de mesure. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui qu'on ne sous-estime pas considérablement les gains de productivité générés par la digitalisation? Est-ce qu'on est sûr qu'on ne sous-estime pas les baisses de prix, par exemple, provoquées par la digitalisation? Et c'est vrai que mesurer la productivité, quand on comptait le nombre de boulons fabriqués par un ouvrier dans une usine, c'était facile. Quand on doit mesurer la productivité de l'intelligence ou d'un service, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et puis les optimistes, ils nous disent aussi, mais attendez, le rythme des innovations ne ralentit pas, contrairement à ce qu'on nous avait dit. La fameuse loi de Moore qui consiste à dire que la puissance d'une puce double tous les 18 mois à prix constant. Même Moore lui-même disait que sa loi aurait dû ne plus s'appliquer, aurait dû s'épuiser il y a déjà 40 ans. Or, elle est toujours aujourd'hui efficace. Et puis, il y a cette capacité à traiter des masses quantitativement phénoménales de chiffres qui aboutissent à des combinaisons beaucoup plus efficaces de production de biens et de services pour entrer dans une nouvelle économie qui n'est plus l'économie de la production et de la consommation, qui est une économie de la solution qui génère effectivement des gains très importants. La réalité, c'est que ce qu'on peut dire, pour trancher un petit peu ce débat, c'est que ce qui est certain, c'est qu'on va vers une nouvelle croissance parce que nous sommes dans une phase de rupture. On n'est pas dans une phase de perfectionnement comme on en a connu depuis quasiment un siècle. Les 30 Glorieuses, c'est du perfectionnement. Ça n'est pas de l'invention. Je vous rappelle que quand on fait le TGV, c'est bien, mais c'est le perfectionnement du train qui existe déjà. Les centrales nucléaires, on les a faites, mais elles existaient déjà. Quand on envoie Ariane dans l'espace, les fusées existaient déjà. Donc on n'a pas vraiment fait, et notamment je parle de l'Europe, on n'a pas eu vraiment de grandes inventions, on a eu des perfectionnements. Là, on est dans l'économie de l'invention. Donc comme à chaque fois, il y a ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne peut pas anticiper. Il y a 15 ans,
personne n'aurait pu penser que des entreprises comme Google, Amazon ou Facebook seraient les géants mondiaux qu'ils sont aujourd'hui. Et puis il y a cette phrase que j'aime bien, qui est de l'ancien patron de General Electric, c'était Jack Welch, et qui disait « Market is bigger than our dreams ». Le marché est plus grand que nos rêves. Et c'est vrai que même les plus perspicaces se trompent lourdement. J'aime bien citer cet exemple du patron d'IBM, Thomas Watson, qui a créé IBM. En 1943, il faisait un pronostic sur le marché mondial des ordinateurs. Est-ce que vous savez combien M. Watson, patron d'IBM en 1943, espérait vendre d'ordinateurs dans le monde? À combien il estimait le marché mondial de l'ordinateur? 5. Bravo. Il pensait vendre 5 ordinateurs. Vous voyez un petit peu ce que ça a donné. Donc ça, c'est tout ce qu'on ne sait pas. C'est tout le foisonnement qui va sortir de ce terreau fertile. Et puis, en revanche, dans cette nouvelle révolution, il y a quand même des choses qu'on sait. On sait qu'on rentre dans une économie où il y aura toujours de la création de valeur. Les gens qui vous disent qu'il n'y aura plus de croissance, mais c'est totalement absurde. La croissance, c'est la création de valeur. Et donc, il y aura toujours de la valeur, sauf que la valeur ne viendra plus de ce que j'appellerais l'avoir plus, mais elle viendra de l'être mieux. Elle ne viendra plus de la production et de la consommation bête de services et de marchandises, elle viendra beaucoup plus de ce que j'appelais tout à l'heure l'économie de la solution. Donc la valeur, elle viendra de la combinaison de tout ça, des services, des biens matériels pour répondre à ces nouveaux besoins. Et donc, dire qu'il n'y aura plus de croissance est totalement absurde. Ce qu'on sait aussi, c'est que les règles d'innovation sont considérablement en train de changer. On entre dans l'ère de ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire que l'innovation sort des labos et tout le monde va pouvoir contribuer à l'innovation. Je vous cite cet exemple de la NASA, par exemple, qui cherchait depuis 35 ans à prévoir ce qu'on appelle les éruptions solaires. Les éruptions solaires, elles étaient imprévisibles. Or, la NASA devait le savoir parce que ça endommage considérablement soit les matériels qu'on envoie dans l'espace ou soit carrément les personnes qu'on envoie dans l'espace. Pendant 35 ans, la NASA a cherché la solution. Elle ne l'a pas trouvée, donc elle a mis toutes les informations dont elle disposait sur Internet. Et celui qui a trouvé, c'est un ingénieur retraité en fréquence radio qui a trouvé que finalement, c'était un peu les mêmes types de logique que ce que lui avait connu. Et il a trouvé la solution. Donc l'innovation sort des labos et ça va changer beaucoup de choses. Les règles de production changent aussi. La vraie nouveauté, ça n'est pas que le robot va remplacer encore davantage l'homme. Ça existe depuis 40 ans. La vraie innovation, c'est que tous les objets vont pouvoir discuter entre eux. C'est la révolution de la connexion des objets. C'est cette interconnexion généralisée qui constitue la véritable nouveauté. Les règles de distribution changent. Et ça, c'est la montée en puissance spectaculaire des plateformes. Je vous rappelle que 3 des 5 plus grosses entreprises mondiales aujourd'hui sont des plateformes, avec cette économie qui est quand même très différente de l'économie traditionnelle. Quand vous êtes une entreprise traditionnelle, vous avez à produire des marchandises, vous avez des coûts de production, vous appliquez une marge, vous faites un tarif et voilà, vous avez vos clients. Là, ce sont des marchés totalement différents puisque vous avez 2 types de clients. Vous avez ceux qui veulent le service et ceux qui le rendent. Vous avez ceux qui veulent commander à dîner et vous avez les restaurants qui offrent. Sauf que si vous n'avez pas beaucoup de restaurants pour proposer à manger, vous n'aurez pas beaucoup de clients. Et donc, il faut adresser 2 marchés différemment. Ce sont 2 logiques différentes si vous voulez que l'une et l'autre se rencontrent. Et ça, c'est une logique considérablement nouvelle parce que ça veut dire que si vous n'avez pas beaucoup de clients, vous n'aurez pas beaucoup de restaurants. Et si vous n'avez pas beaucoup de restaurants, vous n'aurez pas beaucoup de clients. Donc, comment faire monter les deux? Eh bien, en proposant des tarifs totalement différents, des prestations totalement différentes. C'est pour ça qu'une plateforme pourra avoir intérêt, par exemple, à payer des clients pour venir commander sur sa plateforme si elle veut avoir des chances de survie. C'est une économie radicalement nouvelle. Simplement, le gain des plateformes pour un petit peu les faire tomber de leur piédestal, parce que la réalité des plateformes, elle n'est pas si belle que ce qu'on raconte, c'est quand même que c'est le matériel sur lequel on fait les coûts. Prenez Deliveroo, par exemple, et Deliveroo, c'est sur les salaires des livreurs qu'ils font leur marge. Et n'oubliez jamais que sur les plateformes, il y en a 2 sortes. Il y a celles qui font leur prospérité sur un vrai modèle nouveau, qui apportent des vrais services comme Amazon, et puis il y a celles qui prospèrent uniquement sur des failles réglementaires, juridiques, fiscales, failles qui seront corrigées probablement un jour et qui rendra ces plateformes vraisemblablement inutiles. Les règles de consommation vont changer aussi. Votre consommateur aujourd'hui, il est impatient, il défie l'autorité, il veut de la transparence, du circuit court et surtout, il rentre dans une logique d'usager plutôt qu'une logique de propriétaire. Ça, c'est le nouveau terrain de jeu dans lequel il va falloir vivre. Alors,
quels emplois cette nouvelle économie va-t-elle générer? Là encore, deux types de pronostics. Les optimistes qui vous disent « mais attendez, la fin du travail, depuis que l'homme est homme, on nous prédit la fin du travail ». Donc je ne reviens pas sur le débat dans l'Antiquité sur les animaux qui vont remplacer les esclaves, sur le ver incassable de Tibère. Vous connaissez cette histoire, hein, quelqu'un arrive, présente à Tibère un ver incassable. Ce pauvre gars se fait zigouiller parce que, évidemment, des vers incassables, c'est pas bon pour l'emploi. Et même Élisabeth Ier, hein, au XVIe siècle, refuse la machine à tricoter des bas parce qu'elle pense que là encore, ça va supprimer des emplois. Donc vous voyez qu'au fil des siècles, on a toujours eu peur que la machine remplace l'homme. La réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'emplois qu'aujourd'hui. La réalité, c'est que ce sont dans les pays aujourd'hui dans lesquels vous avez le plus de robots dans l'industrie que vous avez aussi le plus d'emplois dans l'industrie et le moins de parts de marché perdues. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce qu'on appelait la théorie du déversement et la théorie du ruissellement. La théorie du déversement, c'est quoi? C'est que quand on a mécanisé les campagnes, eh bien, les emplois sont allés dans les usines, et quand on a robotisé les usines, les emplois sont allés dans les bureaux, et il n'y a pas de raison que cette fois-ci ce soit différent. Plus la fameuse théorie du ruissellement, enfin depuis quelques mois devenue célèbre, théorie du ruissellement, qui consistait à dire que les emplois haut de gamme, les emplois de riches, entre guillemets, créent par ailleurs beaucoup d'emplois. Et vous avez des tas de travaux qui montrent ça, hein. Par exemple, des études européennes vous disent que, par exemple, entre 1999 et 2010, les nouvelles technologies ont détruit 10 millions d'emplois, mais qu'elles en ont créé au total une vingtaine entre les nouveaux secteurs et puis tous les emplois liés aux besoins des gens qui se sont enrichis. Vous avez ce chiffre aussi qui est intéressant à retenir, c'est que c'est une étude américaine qui montre que dans les grandes villes américaines, quand on a créé un emploi très qualifié, donc un emploi à haut revenu, vous générez localement 2,5 emplois, surtout dans les services moins qualifiés. Et puis, face à ça, vous avez là encore les pessimistes qui vous disent « bah oui, mais tout ça, c'était vrai dans le passé, mais cette fois, c'est différent, c'est pas pareil ». D'abord parce que le choc technologique, il est d'une violence absolument considérable. Dans le passé, les technologies se diffusaient sur 30 ou 40 ans. L'électricité, elle a mis 30 ou 40 ans. Le transport aérien, avant de devenir un grand moyen de transport populaire, il a mis 30 ou 40 ans. Là, Internet s'est imposé en moins de 7 ans. Et puis, il y en a qui vous disent aussi « mais attendez, le déversement, le ruissellement, tout ça, ça marche plus ». Parce que le déversement, c'était quoi? Alfred Sauvy nous avait dit, OK, les campagnes, les usines, les bureaux, sauf qu'à chaque fois, ce sont des tâches répétitives qui ont remplacé d'autres tâches répétitives. Les tâches répétitives à la campagne, les tâches répétitives dans les usines, les tâches répétitives dans les bureaux. Là, cette fois-ci, on n'est plus du tout sur ce genre de logique. Et puis le ruissellement ne fonctionne plus non plus, parce qu'aujourd'hui, quand la richesse est accaparée par 20 geeks qui, dans un bureau, sont capables d'inventer une application qui va générer un marché mondial, qui va changer la vie du monde entier, qui va générer des profits mondiaux, eh ben, ils seront une trentaine, une quarantaine de personnes à se répartir des profits mondiaux, là où, il y a un siècle, c'était des entreprises de 400 000, 500 000, 600 000 salariés, comme General Motors ou Ford, qui, effectivement, se faisaient ces profits mondiaux. Et là, vous aviez bien cette théorie du ruissellement. Donc là encore, comment on peut trancher le débat? Ce débat, on peut le trancher en disant que, très certainement, le rapport entre l'homme et la machine sera sans doute beaucoup moins fait de cette hyper-concurrence qu'on semble nous dessiner que d'hyper-complémentarité. Alors en réalité, vous pouvez aligner tous les chiffres les plus pessimistes, hein, et je vous cite par exemple le dernier travail de l'OCDE qui est absolument terrifiant, qui vous dit que 13% seulement des gens qui travaillent dans les pays occidentaux utilisent leurs compétences de manière plus efficace que l'intelligence artificielle. 13%, donc là vous vous dites c'est foutu, mais en réalité c'est sans doute beaucoup plus compliqué que ça, et qu'on voit bien que on a un rapport qui sera beaucoup plus dans la complémentarité. McKinsey vous dit par exemple qu'il y a aujourd'hui à l'échelle mondiale 60% des métiers qui comprendraient 30% de tâches automatisables, mais que c'est dans la complémentarité que se trouvera la solution, et notamment dans la complémentarité entre la technique et l'humanité, parce que l'intelligence artificielle, vous pouvez lui faire tout ce que vous voulez, il y a ce qui nous restera ultimement, qui est cette part d'humanité dont tout le monde a besoin. Je vous renvoie aux études de notamment David Deming de Harvard, qui dit oui, les gens sont prêts
à avoir beaucoup plus d'efficacité pour acheter un service ou un produit, mais ils veulent aussi du rapport humain et de plus en plus. Et donc vous êtes au cœur de cette problématique. Incontestablement, il y a des robots qui feront beaucoup de choses que beaucoup d'entre vous font aujourd'hui. Je vous renvoie, vous avez tous dû voir ce papier en début de semaine sur ce robot chinois qui a passé brillamment les examens de médecine en 1 heure, là où les candidats passent en moyenne 10 heures, et avec des résultats qui sont assez encourageants. Mais en quoi ce robot aura cette part d'humanité dont nous aurons tous besoin, notamment dans la médecine? Même chose sur les professions plus tournées vers, je sais pas, notaire, avocat, etc. Oui, ok, on voit bien que l'intelligence artificielle sera capable de faire ce que font des jeunes avocats, hein, ça c'est ce que disent tous les travaux, mais au final, la décision, l'expertise, et encore une fois, l'humanité, ça, l'intelligence artificielle ne pourra pas le prendre. Et rappelez-vous que c'est quand même cette part d'humanité, d'irrationnel, d'absurdité, de bêtise qui a quand même généré les plus grands progrès dans toute l'histoire de l'humanité. Rappelez-vous qu'une intelligence artificielle n'aurait jamais suivi la route de Christophe Colomb et n'aurait jamais découvert l'Amérique. Donc moi, je suis beaucoup plus partisan, disons, de cette idée de la complémentarité. Et puis je vais vous dire, pour conclure, ce monde de demain, est-ce que ce sera l'enfer ou est-ce que ce sera le paradis? Ce sera surtout ce qu'on en fera. Et ce sera surtout le monde qui dépendra des réglementations et des nouvelles règles du jeu qu'on sera capable de dessiner pour demain. Ça peut être le paradis parce que ça peut être une économie de l'abondance, de la numérisation de masse, de la robotisation, de l'ultra-connexion des individus, de la fin des tâches pénibles, de la possibilité d'accéder aisément, rapidement à tout un tas de biens et de services de haute qualité. Mais ça peut être l'enfer avec du chômage de masse, des inégalités croissantes, et avec au final très peu de gagnants et beaucoup de perdants. La réalité, c'est que les défis sont considérables pour nos régulateurs. Inventer des nouvelles règles de fonctionnement du marché du travail. Ça veut dire aussi faire en sorte que tous ces nouveaux business ne soient plus en porte-à-faux avec les réglementations fiscales, juridiques. Donc moi je pense que profondément la fiscalité, toutes les réglementations et les codes s'adapteront à cette nouvelle économie et que beaucoup d'abus seront sans doute disparaîtront. Et puis je termine avec l'enjeu crucial qui est l'enjeu de la formation. D'abord parce qu'aujourd'hui, si vous prenez tous les pays, c'est dans les pays dans lesquels les gens sont les mieux formés que vous avez le moins de chômage, le moins d'inégalités et que les gens sont globalement les plus heureux. Et puis il va falloir en plus s'attaquer à ce sujet qui est un peu tabou, ce que l'économiste Pierre-Noël Giraud appelle les hommes inutiles, au sens où il ne faut pas rêver, on peut nous sortir la formation à toutes les sauces et nous dire que c'est le remède miracle. Il y a aujourd'hui en France des gens qui de toute façon sont informables et ne seront pas capables de s'adapter à ce nouveau monde. Et ça, il va falloir traiter ce sujet pour effectivement éviter que cette société soit difficilement vivable. Donc il y a beaucoup de travail. L'inquiétude, c'est que les entreprises françaises sont en retard, par exemple dans la digitalisation par rapport à leurs concurrentes européennes. Mais on a la matière grise, on a la capacité d'invention. Reste à faire que finalement tout ça se diffuse et se transforme en véritables services, produits qui permettront de créer beaucoup d'entreprises et beaucoup d'emplois.